Dans les annales du cinéma culte, John Carpenter a creusé sa propre aile commémorative. Dark Star, Assaut, Halloween, New York 1997, The Thing, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, chacun de ces films, et même les nombreux efforts imparfaits ou mal engendrés dispersés tout au long de ses 3 décennies de carrière, témoignent de son statut d'étranger et d'iconoclaste autoproclamé qui peut travailler au sein du système, mais qui fait constamment un pied de nez à ses maîtres. Bien avant que Quentin Tarantino n'annonce le nouveau afflux de réalisateurs cultes, John Carpenter a fixé les paramètres en empruntant massivement aux maîtres du genre comme Howard Hawks et Don Siegel et introduire clandestinement des messages subversifs et anti-autoritaires dans des shoot-'em up occidentaux percutants, des aventures de science-fiction et des films d'horreur. Plantant une dernière bombe dans les toilettes de l'Amérique de Reagan, la satire de science-fiction action de 1988, Invasion Los Angeles, est probablement l'un des derniers grands films anti-système de Carpenter. Ce dernier a vaguement basé le film sur une nouvelle intitulée 8 O'Clock in the Morning, écrite par l'auteur de science-fiction Ray Faraday Nelson en 1963, puis adaptée sous forme illustrée en 1986 avec les illustrations de Bill Vray. Cependant, le matériel source est une histoire vivante de paranoïa psychologique qui peut ou non être le fruit de l'imagination du protagoniste, assez différente de la prise de contrôle extraterrestre définitive dans Invasion Los Angeles. Il n'y a pas de lunettes ici, juste un homme peut-être perturbé qui se réveille en participant à un hypnotisme public et voit des créatures reptiliennes lui disant d'obéir au gouvernement. En conséquence, la nouvelle est nettement plus sombre, se terminant par le personnage principal assassinant un présentateur de nouvelles et mourant lui-même d'une crise cardiaque. That's like pouring perfume on a pig. Le rêve américain se transforme rapidement en cauchemar américain pour un vagabond au chômage qui se rend vite compte que le succès n'est plus accessible à la classe ouvrière inférieure. Après une rencontre traumatisante avec la police dans un refuge pour sans-abri, John Nada découvre la vérité. Une race extraterrestre se cache parmi eux alors qu'ils complotent pour le contrôle de la Terre. La seule chose qui les sépare d'une invasion totale est un ami improbable et une étrange paire de lunettes de soleil. Mama don't like tattletales. Des exemples de films de série B à petit budget qui se sont révélés meilleurs que prévu jonchent l'histoire de la science-fiction au cinéma. Des films comme L'invasion des profanateurs de sépulture en 1956, Le Blob en 1958, La course à la mort de l'an 2000 en 1975, ainsi qu'une foule d'autres, font partie de l'ADN de la science-fiction cinématographique qui résonne auprès des fans et atteint parfois des statuts de culte classique. Invasion Los Angeles de John Carpenter est un excellent exemple de ce phénomène, une brillante satire sociale qui dépeint la bataille d'un homme contre toute attente, contre un ennemi dont la plupart des gens ne croient même pas à l'existence. Le look à petit budget de Invasion Los Angeles ajoute à l'attrait du film, réutilisant même des objets filmiques servant dans d'autres films comme Ghostbusters. Invasion Los Angeles arrive à la fin de la période dorée de John Carpenter, des signes de fatigue déjà évidents. On aime ou on déteste Jack Burton, les moments brillants de Prince des Ténèbres, tempérés par une narration maladroite et un jeu d'acteur douteux, même à cette époque ne prédisant pas l'agonie de certaines de ses productions des années 90. Heureusement, Carpenter a réalisé le film avant que la malédiction du réalisateur d'horreur ne frappe le commentaire social éléphantesque et brutal qui a gâché des cinéastes tels que les films de zombies des derniers jours de George Romero. En 1978, John Carpenter écrit et réalise un film sur un mystérieux et imposant solitaire qui arrive en ville et tue des victimes innocentes. 10 ans plus tard, il a réalisé un autre film sur un mystérieux et imposant solitaire qui vient en ville. Il existe d'autres différences évidentes entre Halloween et Invasion Los Angeles, deux des films les plus appréciés de l'un des plus grands auteurs de genre de tous les temps. Halloween est devenu une franchise d'horreur populaire qui comprend désormais plus d'une dizaine de films sortis en plus de 40 ans. Halloween a semé l'horreur dans les banlieues et a inspiré une légion de copieurs. Pendant ce temps, Invasion Los Angeles est devenu en quelque sorte une réalité. Drone dans le ciel, complot dans nos têtes, police militarisée dans les rues, inégalité économique dans tous les coins de la société, médias qui cherchent à contrôler nos esprits. La terreur de Invasion Los Angeles est plus tangible et primale de nos jours qu'un film slasher ne pourrait jamais le faire. Alors que les portraits satiriques et traînants des années 80 de Reagan se déroulent, Invasion Los Angeles occupe fièrement une place de choix aux côtés du film de Wes Craven de 1991, Le sous-sol de la peur.
Le film constitue une mise en garde qui décrit avec précision la lutte de la classe ouvrière contre l'élite. Nous voyons l'expérience directe de la vie de sans-abri de John Nada alors qu'il dérive vers la ville en luttant pour trouver du travail. Nada se retrouve à mendier du travail sur un chantier de construction et plus tard à dormir dehors dans un refuge pour sans-abri. Roddy Piper excelle brillamment dans ce rôle en tant que personnage qui n'est pas ce commando musclé armé d'armes mais plutôt un vagabond qui lutte au quotidien. Il y a un sentiment sous-jacent de rage contre le monde dans sa performance alors qu'il devient évident que Piper et Nada sont indubitablement une seule et même personne. Cela est également du fait que Roddy Piper était un lutteur professionnel avant le film et a contribué à créer des répliques célèbres inspirées de ses présentations dans ses promos de lutte. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Il s'est donc avéré que Piper était un bon choix pour le rôle. La deuxième tête d'affiche est revenue à Kev David, avec qui Carpenter avait déjà travaillé sur The Thing. En fait, il a écrit le rôle spécifiquement pour David, car il le considérait comme un acteur qui jouerait le personnage de Frank comme une entité forte à part entière, plutôt que comme un simple acolyte standard. Il voulait quelqu'un d'aussi grand, fort et intimidant que le personnage principal, et il l'a obtenu en choisissant David, dont la présence imposante a été vue dans de nombreux films au cours des dernières décennies. Bien qu'il soit le personnage principal du film, le personnage de Roddy Piper ne reçoit jamais de nom. Au générique, il est simplement répertorié sous le nom de Nada, qui était son nom dans la nouvelle qui inspirait le film. Nada signifie également rien en espagnol, ce qui vise à décrire le personnage comme un homme ordinaire, soulignant que n'importe qui aurait pu être la personne qui aurait pu tomber sur l'horreur qu'il a découverte. Selon Carpenter, le principe de base du film, selon lequel nous sommes involontairement contrôlés par des forces invisibles qui veulent que nous nous contentions de consommer, manger, dormir, travailler et nous reproduire, est une critique des échecs du capitalisme dans lequel la plupart de la population est simplement des abeilles ouvrières dont le travail ne profite pas à nous-mêmes, mais à la classe dirigeante qui souhaite nous distraire de ce fait. Bien que le film ait un peu de mal à se retrouver dans la première moitié, il reprend immédiatement à mi-chemin alors qu'il devient cette montagne russe de tension sans fin. Cela devient encore plus dur lorsqu'on réalise qu'il n'y a pas de victoire nette en vue pour nos deux héros improbables, car ils sont sans cesse poursuivis par des créatures déguisées en policiers. Ce monde fictif dur et trop semblable au nôtre devient encore plus horrifiant lorsque Nada porte les lunettes de soleil pour la première fois. En visionnant le film, le public sera naturellement pris de court par un sentiment de malaise lors de certaines séquences mettant en scène des scènes en noir et blanc. Ces scènes qui montraient autrefois des affiches et des publicités aux couleurs vives placardées tout au long du film deviennent immédiatement rebutantes une fois que Nada met les lunettes de soleil. Les magazines et les panneaux d'affichage à travers Los Angeles projettent obéi en caractères gras, accompagnés d'autres messages de lavage de cerveau. Les journaux télévisés et les publicités montrent ces créatures avec des traits au visage sans peau et des yeux qui sortent de leur crâne. Les effets de maquillage derrière ces dessins contribuent à ajouter un sentiment d'anxiété à l'horrible vérité du film. Un changement subtil dans le personnage principal est la nouvelle position de Nada sur le monde. Depuis le début du film, on voit le personnage de John Nada regarder la télévision, peu importe où il se trouve. Que ce soit au refuge pour sans-abri ou en regardant par la fenêtre, il regarde constamment la télévision. Nous le voyons lutter avec sa vision de l'Amérique car il croit sincèrement à l'idée que n'importe qui peut réussir en Amérique tout en luttant pour survivre. Nada n'a pas réalisé qu'on lui a vendu ce fantasme de ce qu'est l'Amérique. Ce n'est bien qu'après sa découverte que Nada n'a plus besoin de ce commercialisme. À un moment donné, on le voit ignorer complètement un magasin de télévision qui a son image partout aux informations suite à sa fusillade. Quelque chose que le bon vieux John Nada n'aurait jamais pu ignorer. Bien que le film ne soit pas si subtil dans son message clair d'anti-consumérisme et d'avidité sans fin, Carpenter va au-delà de la simple prémisse d'une nouvelle d'une société secrète manipulatrice d'extraterrestres et présente au public un autre classique de la culture pop des années 80. Il va presque sans dire que la bande originale est l'œuvre de Carpenter lui-même, assisté comme il l'était souvent à l'époque par Alan Howarth. C'est extrêmement circulaire, des battements, des clics et des rythmes pulsés et répétés parlent d'une menace inquiétante, mais plutôt d'une menace qui est réellement omniprésente et déjà parmi nous. C'est certainement l'une des partitions les moins effrayantes de Carpenter. Moins enracinée dans des gémissements surnaturels et de menaces synthétiques et aveugles, l'harmonica synthétisée et les percussions militaires suggère une ambiance très contemporaine. Elle n'est pas aussi agréable que les précédentes musiques de Carpenter,
mais dans le contexte du film, elle est plutôt efficace.